Une séance d'animation et de sensibilisation sur la protection de l'environnement s'est tenue sur mardi à Conakry. Les cadres du département se sont penchés sur 3 projets clés concernant ce secteur. Mamadou Salio Balé, Ibrahima Soma pour le compte-rendu. Pour la phase pilote, 200 écoles sont ciblées. 400 encadreurs, près de 6000 jeunes scolarisés et non scolarisés au niveau communautaire. L'objectif recherché est l'éducation environnementale dans les établissements. Si les futurs cadres adoptent un bon comportement vis-à-vis de l'environnement, le pari sera gagné. Je pense que c'est une piste de réponse aujourd'hui à l'ensemble des problèmes qui se posent aujourd'hui, à la conscience collective par rapport à la protection de l'environnement. Si cette ONG a vu, s'est investie en milieu scolaire et communautaire pour apporter la sensibilisation, je pense que ça doit être le rôle joué aujourd'hui par tous les Guinéens. Parce que si les enfants, dès à bas âge, commencent à comprendre la nécessité de la protection de l'environnement, il va sans dire qu'on aura une société qui respecte les règles environnementales. Le ministère de l'Environnement tisse un partenariat avec les partenaires techniques et les ONG. C'est pourquoi le chef du cabinet invite tous les acteurs impliqués à honorer leurs engagements. L'OPS Guinée entend créer une mosaïque de structures en vue de les engager pour une lutte efficace. En créant des clubs écologiques, des clubs des amis de la nature, des groupes de jeunes défenseurs de l'environnement, des groupes d'enfants ambassadeurs, et tout ça axé uniquement sur la protection de l'environnement. Maintenant, au niveau communautaire, là aussi, on peut mettre des structures de gestion de l'environnement. L'un des objectifs visés par le ministère de l'Environnement est la conscientisation de toute la communauté pour la protection de nos milieux de vie. Au niveau communautaire, nous visons vraiment une conscientisation du citoyen guinéen afin qu'il puisse vraiment agir de façon autonome à partir d'un savoir, un savoir-faire et un savoir-être dans le processus de protection de l'environnement. Des échanges et discussions ont permis de valider le dispositif de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Après la réunion des femmes marieuses de Conakry lundi dernier, nos équipes de reportage ont cherché à connaître les raisons du manque de poissons sur le marché local. Plusieurs voix pointent du doigt des sociétés chinoises qui exploitent les eaux guinéennes au détriment de la pêche artisanale, une pratique qui, selon les organisations professionnelles de pêche, empêche un approvisionnement normal des marchés en poissons de qualité. On fait le point avec Makiso Abdoulaye Kamara. Désormais, c'est l'ensemble des acteurs de la pêche qui accusent les sociétés chinoises de pratiquer de la pêche illicite sur les eaux guinéennes. Le réseau des organisations professionnelles de la pêche artisanale ROPA dénonce autant que les femmes marieuses qui se sont mobilisées lundi dernier. Sur tout le littoral, il y a sur nos corniches des implantations, des maisons transformées pêle-mêle en traitement de poissons, de Kamsar, sur tout le littoral, sur nos corniches. Ce sont les Chinois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils financent, ils préfinancent. Alors que la pêche artisanale pouvait s'autofinancer à travers les recettes des ports. Je connais des ports qui peuvent financer tous les projets de la pêche artisanale. Maintenant, on dit l'État, l'État, l'État. Et quand l'État donne, un groupe de personnes s'en accapare. Avec la complicité de certaines comment dirais-je, personnalités de l'administration. C'est pas normal. Du côté de la Confédération nationale de la pêche artisanale, ce sont les mêmes charges qui pèsent sur les sociétés chinoises. Ces pêches artisanales avancées, c'est des bateaux, c'est des petits bateaux construits par des Vietnamiens, les Chinois, qui sont en train d'évoluer dans nos eaux. Donc, ils sont dans la classe de la pêche artisanale chez nous. Yi sinewa batwe na gana bofakui ni bara mugora yarbe ba ma bara muga kunki toro ki fanyira. Nous avons joint le ministre de la Pêche Frédéric Loy qui nous a promis dans les jours à venir de nous mettre en rapport avec un technicien qui pourrait mieux apporter des éclaircissements sur ces accusations. L'actualité dans le reste du monde, en Afrique du Sud, c'est le nouvel Eldorado des paléontologues. L'Afrique du Sud, par son climat et sa géologie, est une mine inépuisable de fossiles pour le plus grand bonheur des chasseurs de dinosaures d'une université locale.
Une randonnée d'une demi-heure sous le soleil sud-africain pour un voyage dans le temps vers l'ère Triasique, il y a plus de 200 millions d'années. Non loin de la frontière du Lesotho, cette équipe de l'université de Wits à Johannesburg est sur les traces d'un ancêtre des crocodiles, un spécimen découvert en 2015 par une étudiante du professeur Jonah Chouanière. Elle a trouvé des os qui dépassaient du sol. On a commencé à creuser, on les a ramenés au labo et c'était la hanche d'une espèce qu'on n'avait jamais vue avant. Une nouvelle espèce de l'un des plus anciens parents des crocodiles qui étaient alors les carnivores dominants sur Terre. Imaginez un crocodile croisé avec un lion, un truc très gros, quadrupède avec les pattes droites sous le corps et des mâchoires énormes, un animal vraiment effrayant. Ce crocodile préhistorique, à ne pas confondre avec un dinosaure, n'avait jamais été décrit en Afrique du Sud, ce qui renforce la réputation du pays d'Eldorado de la paléontologie, de quoi motiver la nouvelle génération de scientifiques africains. On a toutes ces choses formidables dans notre pays et on peut les montrer au monde. Et à terme, j'aimerais pouvoir raconter toute l'histoire de l'évolution des crocodiles. Avant ça, les fossiles sont plâtrés pour être transportés, préparés et analysés. Il se passe en général plusieurs années entre les fouilles et une publication scientifique. Une broutille comparée aux millions d'années passées dans le noir, mais un moment inoubliable pour un paléontologue. Ce n'est pas tous les jours qu'on décrit une nouvelle espèce de dinosaure. C'est vraiment l'un des côtés les plus sympas du job. Dire voilà quelque chose que la science ignorait jusqu'à aujourd'hui. Cette nouvelle espèce, c'est ce mastodonte de 12 tonnes décrit par Chouanière et son équipe dans une publication récente. Grâce à lui, on sait désormais que les sauropodes, qui ont régné sur la Terre pendant 135 millions d'années, ont marché à 4 pattes plus tôt qu'on ne le pensait. Les questions sur les dinosaures et leur disparition sont encore innombrables. Et avec des fossiles sur plus de 2/3 de sa surface, l'Afrique du Sud a de quoi occuper plusieurs générations de ces paléontologues. Dans un discret entrepôt du centre-ville de Londres sommeillent des milliers de peintures, gravures et dessins attendant d'être envoyés aux 4 coins du globe, une vraie caverne d'Ali Baba qui rassemble les outils du soft power, politique d'influence britannique. À première vue, ce bâtiment situé dans le centre de Londres ne paye pas de mine. Et pourtant, il abrite la collection d'œuvres d'art du gouvernement britannique. Allons là où nous gardons les œuvres d'art. Des milliers d'œuvres sont entreposées ici, attendant d'être sélectionnées pour décorer les bâtiments du gouvernement, les ambassades de Grande-Bretagne dans le monde entier, ou encore Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre. Nous plaçons des œuvres d'art dans les bâtiments diplomatiques britanniques pour promouvoir l'art, l'histoire et la culture britannique, et aussi pour contribuer à la diplomatie culturelle. La collection regroupe 14 000 œuvres, certaines ont été achetées il y a des décennies ou des siècles, d'autres sont contemporaines. Mais endosser ce rôle diplomatique comporte son lot de risques pour certaines œuvres. L'un des défis de ces dernières années a été l'attaque du complexe de l'ambassade britannique à Téhéran. Nous avons eu quelques œuvres d'art tailladées. Le portrait de la reine Victoria est en cours de restauration et nous espérons que tout reviendra à Téhéran en décembre de cette année. Des restaurations complexes de ce genre sont réalisées ailleurs, mais certains travaux clés sont effectués ici. Aujourd'hui, un tableau de David Tyndall de 1977 est en préparation pour l'ambassade britannique à Ottawa, mais ce sont les climats plus chauds qui présentent le plus de risques pour les œuvres d'art. Ce que nous devons faire, c'est prendre des mesures de conservation préventive pour empêcher qu'un climat tropical n'affecte l'œuvre par ce qu'on appelle la tropicalisation. On scelle simplement le dos d'un tableau ou d'un dessin pour empêcher toute entrée d'insectes ou d'humidité. La collection d'art du Royaume-Uni continue de s'agrandir. En septembre, un don de 500 000 livres a permis de passer commande auprès de 10 artistes contemporains, dont Irving Anderson, sélectionné pour le prestigieux prix Turner. Voilà donc ce supplément qui met fin à cette édition d'information que j'ai eu un réel plaisir de vous présenter. Au cadrage pour vous, Djibril Kabak Kamara était présent à la régionale ICDB, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur www.espacetv.info. Passez une agréable suite de programme
sur Espace TV, la télé de notre planète.